Bienvenue dans cette édition 20h sur la télévision Futur Média, l'heure du grand journal. Place au titre. Tristesse et désarroi à Ndiagne, dans la région de Louga, sans nouvelles de leurs enfants depuis 4 mois. Des familles lancent un SOS. Ces jeunes, 6 au total, ont emprunté des embarcations de fortune pour rejoindre les côtes européennes et depuis, c'est silence radio. Saint-Louis, des pêcheurs protestent contre l'arraisonnement de leurs pirogues, un préjudice qui se chiffre à des milliards. En proie au chômage, ils sollicitent l'intervention urgente des autorités. La violence encore et toujours présente dans le champ politique. À Mbour ou encore à Matam, partisans de la coalition au pouvoir et militants de l'opposition se sont affrontés, malgré les nombreux appels au calme. En visite dans sa commune, Zahra Iyane Thiam, candidate à la mairie des Sicap Liberté, invite les jeunes à la retenue. Et puis les réactions s'enchaînent au lendemain des sanctions prononcées par la CEDEAO à l'encontre du Mali. Mahmoud Diop Decroix, Pendambo s'exprime sur le sujet. Les commerçants maliens également interrogés par nos reporters jugent cet embargo trop sévère et alertent sur une hausse prochaine de leurs produits. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Un journal que nous ouvrons tout de suite à Louga, plus précisément dans la commune de Ndiagne. Nombreux sont les habitants qui ont perdu le sommeil suite à la disparition de 6 jeunes candidats au voyage clandestin. Cela fait plus de 4 mois que leurs familles n'ont plus aucune nouvelle les concernant. Ces familles qui s'imaginent le pire sollicitent l'aide des autorités afin de retrouver leurs enfants. Tchernophal. Nous sommes à Ndiagne, localité située à 32 km de Louga, dans l'arrondissement de Koki. Ici, la disparition des fils du village inquiète beaucoup leurs proches. Ces derniers, au nombre de 6, avaient quitté leur famille pour se rendre en Europe en prenant les pirogues. Ils étaient en train de partir vers les pays européens. Ils ont passé par Mauritanie. Depuis ce jour, il y a de cela 4 mois, j'ai bien dit, on n'a pas encore eu de nouvelles sur eux. Depuis leur départ, ces jeunes n'ont donné aucune nouvelle. Mais ces derniers jours, leurs familles respectives reçoivent des appels venant d'un numéro étranger. Et depuis lors, c'est l'angoisse chez les parents qui craignent que leur fils soit victime d'un kidnapping. Ils vont penser qu'ils ont été kidnappés par des personnes. Parce que depuis ces temps-ci, on constate qu'on nous appelle de temps en temps avec un numéro qui se commence par 00235. Toutes les personnes qui sont parties, ils appellent leur maman ou bien leur papa. Depuis ce jour, on n'a pas eu de nouvelles. Face à cette situation, les populations de Ndiagne lancent un appel aux autorités, plus particulièrement au président de la République. Nous avons constaté que vraiment nous sommes désolés. On n'a plus de solution à faire. Nous lançons un appel au président de la République et au gouvernement, le ministre de l'Intérieur, des Sénégalais de l'extérieur, qui nous aident à retrouver nos enfants qui sont perdus comme ça. Ces jeunes, dont la tranche d'âge se situe entre 25 et 30 ans, étaient tous un soutien dans les familles qu'ils ont laissées derrière pour se rendre en Europe à la recherche d'avenir meilleur. Et puis à quelques kilomètres de Louga à Saint-Louis, des pêcheurs en proie au chômage ruent dans les brancards. Cela fait maintenant plusieurs années que leurs pirogues sont arraisonnées à Ndiago. Embarrassés par cette situation, ils implorent l'aide des autorités pour la restitution de leurs embarcations. Un préjudice qu'ils estiment à plusieurs milliards de francs CFA. Ils ont fait face à la presse et c'était en présence de nos reporters Ousseynou Diop et Abib Sek. Ces pêcheurs ne peuvent plus attendre. Ils veulent que l'État sénégalais accélère les procédures de restitution de leur matériel arraisonné depuis quelques années par les gardes-côtes mauritaniens à Ndiago. J'ai été arrêté pendant la fête de la Tabaski. Notre pirogue a été aussi arraisonnée par les gardes-côtes mauritaniens. D'autres pirogues ont été aussi arraisonnées à Ndiago et partout en Mauritanie. Les pêcheurs venus de plusieurs quartiers de toute la langue des Braves se sont mobilisés pour demander aux autorités d'entrer en possession de leurs pirogues et autres matériels arraisonnés à Ndiago. Selon Eliman Gueye, certaines pirogues commencent déjà à se détériorer. Le matériel arraisonné, selon les pêcheurs, est estimé à plusieurs milliards.
Le matériel peut être estimé entre 35 et 2 millions de francs CFA. Nous avons perdu l'essentiel de nos pirogues. Les pêcheurs de Saint-Louis réclament l'intervention de l'État. Nous tendons la main au chef de l'État pour la restitution de notre matériel. Depuis quelques années, ces professionnels de la Grande Bleue de Saint-Louis attendent la restitution de leur matériel. Cette fois-ci, ils sollicitent l'aide de l'État sénégalais et interpellent le président de la République pour accélérer les procédures. Les caps sur la zone des Niayes à présent. Les communes de Pout et Cœur-Mousseux s'insurgent contre la présence d'une usine de recyclage de batteries implantée dans la zone à quelques kilomètres de leurs habitations, mais aussi de leur domaine agricole. L'infrastructure qui transforme des produits chimiques leur crée un véritable préjudice. Leurs enfants sont malades, leurs champs détruits par la toxicité des éléments produits par l'usine. Résultat, il réclame sa délocalisation dans les meilleurs délais. Charanta Diop. Situé à presque 1 kilomètre de Pout et Cœur-Mousseux, le village de Niakhaté, les populations et les maraîchers de la zone dénoncent l'implantation d'une unité de recyclage de batteries à plomb dans la zone agricole. De Pout à Niakhaté, nous fustigeons d'abord l'implantation de cette usine que vous voyez derrière nous, qui est une usine de recyclage de batteries à plomb, ce qui est nocif à notre santé, mais aussi l'environnement. Parce que, comme vous le voyez, il y a des ravins ici à côté de nous qui permettent le drainage de l'eau des pluies qui va jusqu'à l'actanement. Donc, si on laisse cette usine-là s'installer ici, s'il y a des risques de fuite sur le produit qu'ils utilisent, ça risque d'entraver notre environnement, mais aussi d'entraver tout ce que nous faisons dans les environs. Sur cette bande, ils sont nombreux les jeunes qui pratiquent le maraîchage et l'aviculture. Même les animaux meurent à petit feu. Selon les populations et la plupart des enfants du village souffrent de maladies pulmonaires à cause de cette usine. Il y a des impacts sur la santé des enfants, mais sur la santé aussi des adultes et les femmes enceintes. On se rappelle même en Chine, il y a de cela 3 à 4 ans, ils ont fermé plus de 580 et quelques usines de ce genre-là à cause des pollutions qu'ils font autour d'eux. C'est pourquoi nous, en tant que riverains, en tant qu'agriculteurs, nous fustigeons l'implantation de cette usine-là. La bataille est engagée pour ces jeunes. Ils interpellent ainsi les autorités administratives locales sur la situation. Ils veulent tout simplement la délocalisation de cette usine de recyclage de batteries située à Pout. Pas de course mardi au lycée Mamba Guérassi de Kédougou et ce n'est pas tout. Il en sera ainsi pendant 2 jours. 48 heures de grève renouvelable, c'est ce qu'ont décrété les étudiants pour dénoncer leurs dures conditions d'apprentissage. Le coordonnateur du mouvement est interrogé par notre correspondant sur place, Ibrahima Diabakhate. Depuis 2019, nous sommes là et les modules n'avancent pas. On fait 7 modules dans l'année 2019. On revient l'année 2020, on répète le même module. L'année 2021, on revient sur les mêmes modules. On n'avance pas. Donc nous revendiquons cela pour l'administration qui nous arrange à avancer dans nos modules. Et le deuxième point, nous avons le manque de rigueur de certains professeurs. Les professeurs, ils sont là, ils viennent, ils ne donnent rien. On est là, ils viennent, ils nous donnent des exposés sur les leçons, ils n'exposent rien. On est là, nous souffrons. Nous n'avons aucune compétence en temps normal. Nous n'avons aucune compétence pour la maintenance minière. Pour le troisième point, nous avons le manque d'informations précises sur notre certification et après la certification venant de l'administration. C'est comme si nous n'existions pas dans cette école. Nous sommes passés par un concours pour entrer dans cette école, mais on ne nous considère pas. Et puis sachez que du côté de l'administration, eh bien, on se refuse à tout commentaire en attendant de rencontrer les étudiants impliqués dans le déclenchement de ce mouvement d'humeur. À la une de l'actualité politique, Mbour en proie à une tension depuis le démarrage de la campagne pour les locales. Partisans du député Sira Ndiaye de la coalition Benno Bokk Yakaar et militants d'Abdoulaye Tall de Yewwi Askan Wi se sont affrontés. Bilan, de nombreux blessés. Sur place, délégués de quartier et chefs religieux appellent au calme. Abdourahmane Diallo. La violence s'invite dans la campagne électorale dans le département de Mbour. C'est au quartier Tefes que des militants de Yewwi Askan Wi et de Benno Bokk Yakaar ont eu un accrochage. Plusieurs blessés ont été notés. Les chefs de quartier appellent à des élections apaisées. Les élections, c'est de voter. Les élections, c'est dans les urnes. Que chacun prend sa carte à leur directeur et aller voter. Alors,
selon alors le candidat qui l'a choisi. Que ça se passe alors vraiment dans la paix, c'est ce que nous demandons à tout le monde. Les religieux du département de Mbour abondent dans le même sens. Ils disent non à la violence. Il faut que les hommes politiques puissent rappeler à tout moment à leurs militants et leurs sympathisants qu'ils doivent toujours se mettre autour d'une table pour pouvoir trouver un espace de dialogue et de rappeler aux Sénégalais que le Sénégal doit rester un et indivisible. Un message de paix bien compris par certains acteurs politiques. Des personnalités avaient rédigé une charte pour demander à ce que tous les acteurs politiques signent cette charte-là pour essayer de s'engager pour faire en sorte qu'il y ait la paix. Moi, c'est ma façon à moi de demander à ce qu'il y ait la paix. Parce que nous sommes musulmans, nous, la prière est une nécessité pour nous. Après 3 jours de campagne, les candidats du département de Mbour privilégient les caravanes et visites de proximité. Nous restons avec la campagne pour les locales qui bat son plein à Matam. Notre équipe sur place nous informe d'un duel entre Moussa Bocar Thiam, maire sortant de Ourossogui, et son principal challenger, l'ancien maire Samba Siré Dia. 2 candidats qui rivalisent d'ardeur et d'ingéniosité pour épater leurs militants. Ali Bandalian. C'est un duel à mort entre Moussa Bocar Thiam et Samba Siré Dia pour le contrôle de la ville de Ourossogui. L'agent judiciaire de l'État brandit son bilan pour espérer une réélection. Je suis responsable d'un bilan que je dois encore expliquer aux populations, clarifier. Et donc je pense que d'après ces 3 jours de campagne, je vois qu'en tout cas à Ourossogui, la coalition Benno Bokk Yakaar suscite l'espoir véritable dans la ville. Et pour 2 raisons. La première raison, c'est le bilan incontestable de notre mairie sortante. Sambana Beldia propose le programme 5-5-5 pour la relance économique de Ourossogui. Vous êtes des journalistes, vous êtes avertis, vous êtes des observateurs avertis. Regardez bien la commune de Ourossogui. L'élan que la commune avait pris jusqu'en 2014, et quand on constate aujourd'hui la réalité dans laquelle se trouve la commune de Ourossogui, on a mal au cœur. C'est un maire qui n'a pas de bilan et qui fait de la récupération avec le bilan du président de la République. Entre les deux, on ne met pas les gants pour se lancer des pics. Celui-là, il n'a même pas de respect pour les populations de Ourossogui. Il n'a pas de respect pour nous. Il ne pense qu'à lui. Demain, c'est moi qui suis là. Et le moi avec un M majuscule. Je ne réponds pas à la provocation. Je ne réponds pas effectivement aux provocations des adversaires. La violence verbale, la violence psychologique n'a aucun intérêt, aucune place dans la politique. Après 4 jours de campagne, maître Moussa Bocar Thiam, le maire sortant, au moyen roulant impressionnant, va à l'assaut des militants. Quant à son challenger, Samba Siré Dia, il multiplie des visites de proximité et des conférences pour tenter de convaincre. Autre visite de proximité, cette fois-ci à Dakar, en visite dans sa commune. Zahra Iyane Thiam, candidate Benno Bokk Yakaar à la mairie des Sicap Liberté, appelle ses pairs à cultiver la paix. La ministre de la microfinance se montre assez confiante et optimiste à l'orée de cette campagne pour les locales. Ses propos sont recueillis par Pape Faraning. Nous avons constaté depuis le début de la campagne que toutes nos affiches ont été déchirées. Malheureusement, nous connaissons les auteurs de cela, mais nous les appelons à la raison. Parce qu'en définitive, au soir du 23 janvier, nous demeurerons tous des amis. Nous demeurerons tous des habitants de Sicap. Et vous verrez par vous-même qu'au soir du 23 janvier, tous les candidats seront ensemble, main dans la main, pour se féliciter les uns et les autres. C'est pourquoi j'appelle vraiment pour qu'ils reviennent à la raison, que l'on fasse cette campagne dans le calme, dans la discipline, mais surtout dans le respect des autres. Et notre message est celui de mettre aussi bien l'escarcelle de la commune de Liberté dans les mains de Benno Bokk Yakaar, mais plus encore la ville de Dakar. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu de cette élection, ce n'est pas un enjeu présidentiel. L'enjeu de cette élection, c'est de faire de la ville de Dakar un fleuron économique, social de stabilité. Et pour enrayer ces nombreuses scènes de violence constatées dès les premières heures de la campagne, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance s'engage. Elles ont organisé, ces femmes, une rencontre avec des chefs coutumiers, mais aussi des guides religieux, rencontre au cours de laquelle elles ont invité les jeunes à ne pas se laisser manipuler. Boubacar Diassi. La question de la violence en cette période de campagne électorale préoccupe grandement les femmes de la région de Ziguinchor qui ont organisé cette rencontre sur la place Bambaya
à l'initiative de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Aujourd'hui, nous avons invité toutes les sociocultures et toutes les grandes personnalités par catégorie à cette assemblée-là. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait d'actes de violence. Nous souhaitons que les élections du processus au jour du vote soient apaisées. Les jeunes ont été particulièrement cités lors de cette rencontre, eux qui sont généralement manipulés par les responsables politiques. Ne pas se laisser manipuler, ne pas se laisser influencer, que des jeunes qui sont l'espoir de notre pays, le Sénégal, l'espoir de nos familles, que ces jeunes soient des responsables, qu'ils aillent aux élections, qu'ils n'y laissent pas leur vie et que demain ils puissent conduire les destinées de notre pays et de notre pays, le Sénégal. Un comité de veille a été installé pour prévenir la moindre menace de la stabilité sociale. Et nous allons nous intéresser à présent à la particularité de ces élections locales. Dans certaines localités, figurez-vous, les électeurs doivent au moins voter 3 fois. C'est le cas à Thiès et à Rufisque. La raison, dans les territoires où la ville est en même temps le département, les citoyens sont appelés aux urnes pour élire à la fois le président du conseil départemental, mais aussi le maire. Plus de détails, c'est avec les éclairages d'Ababakfal, secrétaire général du GRADEC, et ses propos sont recueillis par Pafaranying. Mais il est important que les électeurs sachent dans quelle, circonscription on va voter 2 fois et dans quelle autre circonscription on va voter 3 fois. Si vous prenez par exemple le cas de Dakar, Pikine et Guédiawaye, les seuls endroits où on va voter 3 fois ne concernent que 6 collectivités territoriales. Il s'agit pour la région de Thiès de manière générale, la ville de Thiès, vous avez 3 communes. La commune de Thiès-Est, la commune de Thiès-Ouest et la commune de Thiès-Nord. En plus maintenant de la ville de Thiès. Alors, dans ces 3 communes de Thiès-Est, Thiès-Ouest et Thiès-Nord, on vote 3 fois. On vote pour la commune, on vote pour la ville de Thiès et on vote pour le département. Idem pour Rufisque. Lorsque vous venez à Rufisque, vous avez 3 communes. Rufisque Est, Rufisque Ouest et Rufisque Nord. Dans ces 3 communes également, on vote pour la commune, on vote pour la ville et on vote pour le département. À l'exception de ces 6 communes, partout ailleurs, on vote 2 fois. Et puis je vous l'annonçais en titre au lendemain des sanctions prononcées par la CEDEAO à l'encontre du Mali. Les réactions s'enchaînent. Au-delà de leur impact sur l'économie malienne, ces mesures auront des conséquences sur les pays voisins, notamment le nôtre, le Sénégal. C'est la conviction de nombreux analystes, parmi lesquels le député Mamadou Diop Decroix ou encore l'historienne Pendambaou. Pour cette dernière, le Sénégal doit privilégier le dialogue et envisager une sortie de crise. Même son de cloche du côté du député qui ajoute que le projet de monnaie commune au sein de l'espace CEDEAO tantôt agité n'a aucune chance de voir le jour si la crise persiste, et tous deux s'expriment dans ce reportage. Il est signé Marcel Farba Marouna. Nombreuses sont les conséquences découlant des sanctions imposées par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest envers le Mali au niveau de la région ouest africaine. Parmi elles, le secteur financier, bien sûr, et notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer le projet de monnaie commune qu'est l'ECO. Aujourd'hui, on va vers une déstabilisation de la CEDEAO. Et si la CEDEAO est déstabilisée, à quand la décision concernant la monnaie unique ouest-africaine? Vous voyez là aussi qu'il y a des intérêts probablement qui ne souhaiteraient pas l'émergence de cette monnaie. Donc, c'est une question extrêmement importante. La région ouest-africaine dans laquelle le Sénégal semble être le plus grand perdant. L'État sénégalais a ainsi intérêt à prendre cette situation à bras-le-corps. Le Sénégal doit prendre l'initiative aujourd'hui de renouer le fil du dialogue, de discuter avec les autorités maliennes, avec la junte militaire, et qu'on trouve à trouver des solutions. On ne peut pas suivre aveuglément ce qui est décidé au niveau de la CEDEAO, même si notre pays doit être solidaire des sanctions et tout, parce que c'est comme ça aussi, on est dans une communauté, mais arrive un moment
où il y a des pays qui devront être plus en pointe que d'autres. Et je pense que le Sénégal aujourd'hui a tout intérêt à prendre l'initiative pour trouver des solutions. Nous avons vu venir ici tout récemment quelqu'un comme l'imam Dicko pour poser le problème parce qu'il voyait venir les sanctions. Il est allé dans quel pays? Il est venu directement au Sénégal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos destins sont totalement liés. Et je crois que nous devons nous appuyer sur nos autorités, des autorités religieuses, la société civile, mais aussi les intellectuels africains pour qu'on trouve de véritables solutions. Pour l'heure et en réponse aux sanctions de la CEDEAO, la junte malienne a rappelé ses ambassadeurs dans les pays membres de l'organisation régionale et là, en outre, fermé ses frontières terrestres et aériennes. Pour sa part, la Guinée a affiché sa solidarité avec le voisin malien, déclarant que ses frontières terrestres, aériennes et maritimes restent ouvertes à ce pays. Des sanctions qui vont certainement susciter une hausse des produits en provenance du Mali. C'est en tout cas l'avis des commerçants établis à Dakar, des commerçants maliens établis à Dakar. Au micro de nos reporters, ils se prononcent sur cette punition infligée à leur pays par la CEDEAO, un embargo qu'ils jugent sévère et surtout inopportun. Fatou Bintou Conté, Diafaraba pour les détails. Nous sommes ici au marché malien, situé en plein cœur du centre-ville de Dakar. La fermeture des frontières entre les pays de la CEDEAO et le Mali est sur toutes les lèvres. Ali Dicko, commerçant de son état, trouve cela exagéré. C'est une situation très difficile, il faut l'admettre, car nous savons tous que la fermeture des frontières n'est pas une bonne solution et n'arrange personne. Mieux, ces commerçants maliens estiment que les sanctions sont partagées. Tous les pays frontaliers avec le Mali vont en subir aussi les conséquences. Il est vrai que nous subissons les conséquences de la fermeture des frontières, mais on ne sera pas seul, car les Sénégalais, tout comme les Ivoiriens aussi, vont ressentir les conséquences de cette décision. Pourcentage bu mënta génn ci port Sénégal 100% des produits maliens transitent au port de Dakar. C'est des milliards par jour que le Mali a fait entrer au Sénégal. La suppression des transactions avec le Mali aura forcément un impact dans quelque temps sur le prix des produits en provenance de ce pays. Les frontières sont fermées, les produits en provenance du Mali vont connaître une baisse et ceux qui sont là vont devenir encore plus chers. Vous voyez, depuis l'annonce de la fermeture, certains produits comme la qualité a augmenté de prix. Le kilogramme est vendu à 1500 francs. Et si cela perdure, cela peut aller jusqu'à 5000 francs. Quelle que soit la situation, ces Maliens restent unis derrière les militaires. Quelle que soit la situation, nous sommes derrière la junte au pouvoir au Mali et nous leur apportons notre soutien. Que cette situation dure 2 années, mais au finish, nous allons retrouver notre indépendance. Avec la fermeture des frontières suite à l'embargo de la CEDEAO, les relations commerciales entre le Sénégal et le Mali risquent de subir un sacré coup. L'actualité sportive à présent largement dominée par le football naturellement avec la CAN qui se tient présentement à Bafoussam au Cameroun. L'Algérie qui fait match nul plutôt avec la Sierra Leone à la surprise générale dans la poule E. Le Nigeria qui domine l'Égypte dans le choc du groupe D. Et puis les deux résultats enregistrés ce mardi en attendant celui du match en cours entre la Guinée-Bissau et le Soudan. Le récit est signé Chersa. Et puis annoncé quasi forfait pour le reste de la Coupe d'Afrique des Nations. Ismaïla Sarr pourrait cependant participer à la CAN. C'est ce qu'a annoncé le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, après la séance d'entraînement du jour. Et nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. Au lendemain de leur victoire contre le Zimbabwe 1-0, les Lions se sont entraînés aujourd'hui au complexe Tadjidor de Bango. Un effectif scindé en 2 groupes, une séance de décrassage pour les titulaires. Les remplaçants ont travaillé sur le ballon avec des jeux de passe et des exercices devant le but. Juste après la séance, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, a donné des explications sur le cas Ismaïla Sarr blessé. L'information à ce stade, c'est qu'il n'est pas forfait. Il fait partie des joueurs sélectionnés et à ce titre-là, nous avions retenu qu'il devait retourner à Barcelone pour un rendez-vous qui était prévu de longue date.
le 10 avec le médecin chirurgien qui suit l'évolution de sa situation. Et hier, pendant toute la journée, notre staff médical, celui de Watford, le jour même, et le chirurgien étaient en concertation pour évaluer sa blessure. Celle-ci a évolué positivement, mais il y a une phase de réathlétisation qui est nécessaire. Et nous avons convenu que peut-être qu'il serait mieux qu'il le fasse là-bas sur place pour une dizaine à une quinzaine de jours, de sorte qu'à la fin, il puisse nous rejoindre. Ça permettra qu'il retourne aux environs des phases de huitième de finale ou de quart. Négatif au Covid, Famara Diédhiou a repris les entraînements cet après-midi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, avec grand plaisir. Tout de suite, la suite, c'est Soir d'info avec Abdoulaye Der. Il reçoit ce soir